je voudrais juste, dans un premier temps, déjà attirer votre attention sur la petite remarque que j'ai faite sur le titre. Je me suis permis de mettre en gros, en gras, en surligné et. J'ai fait les transparents en anglais et donc en français, comme ça tout le monde peut suivre, puisque je vais m'intéresser non seulement à l'ODD 2, mais également au lien entre l'ODD et l'ensemble de l'agenda 2030. Effectivement, 2015, ça a été une année extraordinaire par le souffle et le vent d'espoir qui a permis cet accord-là, qui a permis la signature de cet accord et la négociation qui a abouti en septembre aux 17 objectifs de développement durable. L'objectif 2, si vous regardez son petit nom, c'est éliminer la faim, c'est faim zéro. Mais le nom, il est un peu plus long que cela. Et si vous regardez d'un petit peu plus près le nom, enfin le titre, vous voyez déjà qu'on voit apparaître 3 termes qui n'ont pas le même sens du tout. La faim, la sécurité alimentaire et la nutrition. Et en plus de cela, dans le titre, vous voyez apparaître l'agriculture durable. Je voudrais juste attirer votre attention que cela ne va pas de soi. Et que derrière ces 2 aspects-là, il y a à la fois un choix politique très fort de lier agriculture et sécurité alimentaire, et dans le même temps, que la sécurité alimentaire ne peut être réduite ici à la faim ou à la sous-nutrition, mais bien à toutes les formes de malnutrition, à ce que l'on appelle le triple fléau, le triple burden. Et parce que le choix aurait pu être différent. Vous savez très bien qu'il y a un lien très fort aujourd'hui entre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Vous savez aussi qu'il y a un lien très fort entre l'insécurité alimentaire et la santé, et que les problèmes de sécurité alimentaire sont devenus partout dans le monde le problème numéro 1 de santé publique. Donc on aurait très bien pu avoir faim zéro ou autre forme d'insécurité alimentaire liée à l'ODD 1 ou à l'ODD 3. Ce fut un choix politique et il a ses raisons. Nous allons y revenir. Si vous regardez, bien sûr, je ne vais pas lire ça, j'ai mis juste en rouge quelques mots. Il y a 5 cibles. Si vous les regardez, il y en a une qui est sur la faim, la deuxième qui est sur l'ensemble des formes de malnutrition, la troisième qui est sur la productivité agricole, la quatrième qui est sur les systèmes de production durable et le cinquième qui est sur la diversité génétique. Il est intéressant de regarder ces 5 cibles parce qu'en fait, l'agenda 2030, je suis désolé pour les traducteurs, je ne sais pas comment le dire en anglais, j'espère que vous m'aiderez, c'est pas les bisounours, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas le monde du consensus mou, c'est au contraire le monde des contradictions à régler, le monde des arbitrages à réaliser. Et cet agenda 2030, en fait, ce qui est intéressant, c'est non seulement la négociation politique qui l'a produite, mais ce sont également l'ensemble des contradictions qui l'animent et qui amènent à des arbitrages. Et si vous regardez, par exemple, la cible numéro 2, vous y voyez que toutes les formes de malnutrition sont considérées, mais n'apparaît pas le terme obésité. Or, nous savons que l'obésité est probablement un fléau partout dans le monde, dans tous les pays du monde, dans toutes les couches socio-professionnelles, qui aujourd'hui est en très très forte croissance. Et c'est bien une forme de malnutrition par les 3 pathologies qu'elle génère, à savoir cancer, diabète et maladies cardiovasculaires. De la même manière, dans la cible numéro 3, on lie la productivité aux revenus des petits agriculteurs. Nous savons bien aujourd'hui que cette liaison est tout sauf évidente et qu'il ne suffit pas d'augmenter la productivité pour augmenter le revenu. Et donc, il y a bien là, potentiellement, des contradictions. Il y a bien là, potentiellement, des accords à trouver, des négociations à obtenir. De la même manière, regardez la cible numéro 4, vous y voyez qu'on y met tout. L'agriculture durable, l'environnement, le changement climatique, comme si tout allait de soi. Non, au contraire. Ce qui est intéressant, ce sont
là encore, les contradictions et les arbitrages à réaliser. Donc l'idée que je voulais défendre avec vous, c'est que cet ODD2, en fait, il se relie très fortement aux autres. Et il ne peut pas être considéré en isolement. Et ce sont l'ensemble des liens entre les différentes cibles, mais également les autres ODD, qu'il nous faut aujourd'hui considérer si l'on veut sérieusement s'intéresser à l'agenda 2030. Si l'on veut éviter, il y a 3 rhétoriques derrière cet agenda 2030. Il y en a certains qui n'y croient absolument pas parce que ce ne sont que contradictions. Il y en a d'autres qui disent c'est encore une mode qui va passer. Eh bien, je suis plutôt sur la 3e, de dire c'est une utopie transformatrice, croyons-y, parce que si nous prenons sérieusement en charge les arbitrages qui sont derrière cela, cela nous amène effectivement à un progrès de l'humanité et de la planète. Mais pour cela, il faut considérer les interactions, les synergies comme les contradictions, et ne pas nous en réduire uniquement à regarder l'OD2 comme un objectif, c'est déjà énorme, mais de se dire pourquoi ne pas nous servir de l'ODD2 également pour atteindre l'ensemble des autres objectifs de l'agenda 2030. Donc de jouer sur la pauvreté dans le même temps, de jouer sur la santé, de jouer là, j'en ai entouré quelques-uns, j'aurais pu tous les entourer, de jouer sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'environnement, sur le changement climatique, etc. Au XXe siècle, mais nous ne sommes plus au XXe siècle, avec une croissance absolument incroyable de la démographie, nous avons lié agriculture à sécurité alimentaire. Et le paradigme alors, c'était de produire plus, parce que sinon, il y aurait eu des catastrophes humanitaires, il y aurait eu des famines, il y aurait eu des guerres. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XXe siècle. Et l'idée, c'est plutôt de regarder l'ensemble des systèmes alimentaires comme un levier puissant pour jouer sur la santé des écosystèmes, sur la santé humaine et sur le développement économique et social. Et du coup, nous inviter à passer d'un focus restreint au secteur agricole et pour quelque chose qui concerne l'ensemble des systèmes alimentaires, où bien sûr le secteur agricole a un rôle moteur et majeur à jouer, et de passer d'une situation où il faudrait produire plus pour manger assez, à une situation où il faut produire et consommer mieux pour manger sain. Et c'est ça le grand changement qu'il nous faut aujourd'hui opérer. Parce que si nous y regardons d'un peu plus près, il y a un paradoxe dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui, et dans le même temps, nous n'avons jamais aussi mal mangé qu'aujourd'hui. C'est ça le paradoxe. Le deuxième, c'est qu'on dit tous la maison brûle, on ne va pas y arriver, et dans le même temps, on dit eh bien, il n'y a rien qui change, on n'y arrive pas. Alors, je voudrais juste défaire un petit peu ce deuxième paradoxe en disant il y a plein de changements. Ils ne vont pas toujours dans la bonne direction, mais il y a plein de changements. Et si les changements ne sont pas assez rapides, ce n'est pas parce que nous sommes feignants, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté politique, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons à ces blocages. Et ces bonnes raisons, je ne dis pas qu'elles sont bonnes au sens justifié, je dis qu'elles empêchent d'agir. Et il faut que nous les comprenions. Ces raisons, ce sont des manques de données et de compréhension de ces processus complexes, ce sont des asymétries de pouvoir avec des conflits d'intérêts, et ce sont notre incapacité à en discuter comme un processus complexe. Et c'est pour ça que le HLPE, vous m'avez interrogé, Monsieur le Président, c'est pour ça que le HLPE a été créé. Le HLPE a été créé parce que quand vous posez « What is your opinion about the lack of food in the rest of the world ?», certains diront « C'est quoi une opinion ?» D'autres diront « C'est quoi le manque ?» D'autres diront « C'est quoi l'aliment ?» D'autres diront « C'est quoi le reste de la planète ?» Nous ne sommes pas toujours capables de nous comprendre. Et un rapport du HLPE, sur requête du Comité de sécurité alimentaire, le CFS ou le CSA, il est différent d'une certaine manière d'un rapport classique. Il adresse un sujet en général controversé et chaud. Et l'idée, ce n'est pas uniquement de faire une synthèse scientifique, l'idée, ce n'est pas uniquement de présenter un point de vue, l'idée, ce n'est pas d'avoir un consensus mou, c'est au contraire d'arriver à comprendre les désaccords. Qu'est-ce qui fait qu'on bloque sur l'action ? Comment la connaissance de ce
ce point particulier nous permet d'avancer sur l'exercice au sens du CFS ou de CSA de convergence politique. Donc chaque rapport est le point de départ d'un processus de négociation politique. 14 rapports, 13 rapports ont été publiés, un 14e, vous pouvez les consulter et je ne vais pas, il y a l'adresse là, je ne vais pas, où vous tapez Google HLPE, je ne vais pas les reprendre les uns après les autres, mais j'avais été invité au forum politique de haut niveau à New York pour la revue de l'ODD2 en juillet, il y a 2 ans, 1 an et demi. Et donc, en gros, on en avait fait une synthèse, on met en évidence 4 points. Le premier point, ce sont l'ensemble des processus complexes entre sécurité alimentaire, santé des écosystèmes, changement climatique, justice sociale et stabilité politique. Et donc, le fait qu'on ne peut pas voir cela en isolement. Je vous l'ai introduit tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder la sécurité alimentaire de manière un peu différente de la manière dont on l'a regardée il y a 30 ans. La sécurité alimentaire, ce n'est pas uniquement la faim. La faim et la sous-nutrition ne diminuent pas suffisamment rapidement et l'obésité est en train d'augmenter et d'exploser absolument partout sur la planète. Et cette nouvelle carte de l'insécurité alimentaire, il faut absolument la prendre en considération. Ce n'est plus l'augmentation, sauf en Afrique subsaharienne, ce n'est plus l'augmentation démographique qui est le principal moteur, c'est l'urbanisation, les changements dans les revenus, les changements dans les modes de vie. Et il faut en tenir compte. Troisième message clé de cette revue, c'est que nous avons besoin d'une transformation extrêmement profonde, changer de paradigme, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer d'hypothèse, changer de pratique, parce que nous allons dans le mur aujourd'hui tel que nous y allons. Nous le disons tous, il nous faut maintenant découvrir les raisons complexes et surtout mettre en place les transitions. Et quand on le dit comme cela pour arriver à satisfaire à remplir les conditions du droit à l'alimentation, nous devons le penser en allant plus loin et en utilisant les systèmes alimentaires comme levier pour l'ensemble de l'agenda 2030. Voilà ce qui est figuré sur cette diapositive. Dans un article dont j'ai vu par chance qu'il était disponible sur la table, qui a été publié l'année dernière, dans le cadre du groupe de Milan mis en place par le secrétaire général Ban Ki-moon à l'époque, nous avons dit qu'en fait, cette transformation profonde des systèmes alimentaires, elle revêtait 4 dimensions. Prendre en compte le changement climatique en haut à gauche, et donc il y a des indicateurs qui sont proposés. Manger sain, en bas à gauche. La viabilité des écosystèmes en haut à droite et une renaissance des territoires ruraux dans leur connexion au monde urbain en bas à droite. Pour finir, le 4e message, c'est de dire chaque contexte est différent. Il n'y a pas, vous le savez bien, une solution qui soit universelle. Et dans le même temps, nous avons besoin de mettre en œuvre une cohérence au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y ait une cohérence entre les transformations locales et la manière dont nous pilotons et gouvernons cela à l'échelle internationale. En disant cela, je voudrais dire que je ne crois pas au terme « scaling up », qui est utilisé absolument partout aujourd'hui, dans le sens où, bien sûr, il faut impacter à l'échelle, donc impact at scale, oui, mais changer d'échelle, c'est-à-dire partir de l'idée que les expériences locales peuvent être reproduites à l'infini et qu'il suffit de faire ça pour changer le monde, non. Nous avons besoin de concevoir des initiatives au niveau local et de nous fonder sur elles, mais dans le même temps, des cadres de régulation au niveau national et des cadres de régulation au niveau international. Et ce n'est pas la même chose et ce n'est pas uniquement une réplication. Merci beaucoup. Je crois que c'était